Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'une petite bande dessinée, L'écorce des choses, publiée en 2017 par la maison d'édition indépendante Warum. La maison d'édition est notamment connue pour le succès de la série Moi-Je de Aude Picot. D'après ce que j'ai compris, c'est une petite maison d'édition atypique qui cherche à promouvoir des BD qui parlent d'autres arts et offrent un regard nouveau sur le monde. Il regroupe aussi des auteurs que personne ne veut éditer, peut-être parce qu'ils sont trop abstraits. Donc L'écorce des choses est une bande dessinée de Cécile Bidot. C'est une jeune artiste peintre et illustratrice. Bon là j'avoue on dirait plutôt qu'elle va manger votre âme. En vrai, elle ressemble plutôt à ça. L'écorce des choses est son premier livre où elle est à la fois illustratrice et auteure. Avant ça, elle a illustré Kim le petit mammouth, et en 2019 est paru un autre livre où elle est dessinatrice. Les gens heureux lisent et boivent du café. L'écorce des choses, ça raconte l'histoire d'une petite fille de 9 ans atteinte de surdité et qui emménage avec ses parents à la campagne. La force du livre, c'est de nous mettre à la place de la fille. Elle est sourde et nous le devenons aussi. Du coup, vous l'aurez deviné, il y a 0 parole dans l'album. C'est plutôt rare et assez risqué de faire ça pour un auteur. Parce que quand on voit le truc, on se dit « Oh, ça doit être ennuyant !» À chaque fois que j'ai acheté un truc sans trop de paroles, au début j'étais emballée, puis finalement, ça m'a assez déçue. J'ai eu l'impression de ne pas en avoir eu pour mon argent. Comme je suis un peu une fangirl de Miyazaki, non, pas toi. Voilà, lui le petit nounours. J'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de liens avec le voyage de Chihiro. Déjà au début, regardez-moi cette concordance des plans. Les deux œuvres commencent de la même façon. Déjà, les deux personnages principaux sont des filles uniques, elles regardent par la fenêtre, elles découvrent un nouveau lieu qui sera bientôt familier. Et elles sont entourées de plein de bagages, ça montre leur déménagement et les tournants importants que prend leur vie. On voit que toutes deux éprouvent un certain ennui durant le long trajet. Ce plan avec la voiture qui arrive en campagne indique aussi que la destination est proche. Et finalement, dans ce dernier plan, on retrouve la même curiosité enfantine chez les deux personnages. L'une avec des petits temples et l'autre avec un chat. Dans les deux cas, on peut voir le début d'un parcours initiatique vers la vie adulte. Et pas que, il y a la symbolique de l'eau aussi. L'eau est là. Non mais c'est vrai, l'eau est super présente dans les deux œuvres. Déjà, elle peut représenter l'inconscient et la féminité. Ces différentes significations prennent sens au fur et à mesure de l'histoire. La submersion renvoie à une suite d'actes inconscients qui peuvent intervenir dans les fondations de la personnalité. Cet état instable est souvent hérité d'une mère dépressive. Et effectivement, dans la BD, on va retrouver au fil des événements cette mère dépressive. D'accord, t'as le droit d'être psychologiquement instable. Après, il y a d'autres significations plus positives. Du point de vue philosophique, l'eau renvoie l'image de l'homme et permet donc une introspection de soi. Ici, notre héroïne change de milieu et grandit en se confrontant au monde adulte. Et quand c'est ça, la fin de l'histoire peut prendre une toute autre signification. Après, il y a une explication plus terre à terre qu'apporte l'auteur. Elle explique que le sentiment le plus proche du silence total qu'elle ait vécu se soit déroulé sous l'eau. Elle dit aussi que l'apparition spontanée du monde aquatique dans la BD lui sert à exprimer la distance que ressent la fille avec son entourage. Maintenant, parlons de style graphique. Déjà, je suis archi fan des albums en couleur, surtout quand c'est bien maîtrisé. Ici, c'est pas juste de la couleur pour faire joli, il y a une vraie recherche, et à tout à chacun le loisir d'interpréter. On a des couleurs plutôt douces et pastel, ce qui correspond à l'image du monde que peut avoir une fillette de 9 ans. L'autre point fort de la BD est de jouer sur la présence de blanc. Lorsqu'il y a une prédominance du blanc, on sait qu'il se passe quelque chose. Plus il y a de blanc, plus le sentiment est fort, que ce soit un sentiment d'attente ou de plénitude. Attendez, il y a Nemo qui sort de son oreille! De plus, c'est une tête que fabulation, mais j'ai l'impression que l'auteur a été inspiré par les peintures de la Renaissance pour les parterres de fleurs. Ce fond noir avec les fleurs en couleurs très vives. J'ai le sentiment de les retrouver dans le printemps de Botticelli ou dans les tapisseries des Dames à la licorne. Pour finir, ce livre nous invite à reconsidérer notre approche à la surdité, et cela se passe principalement par une invitation à l'apprentissage du langage des signes. Ce que j'ai apprécié, c'est que Cécile Bidot nous parle aussi de l'évolution du langage des signes et son histoire. Pour vous faire un bref résumé, la langue des signes a été inventée en France au XVIIIe siècle, mais en 1880, au congrès de Milan, elle a été bannie de nos sociétés, prônant la supériorité de la méthode orale. Il faudra attendre 1975 pour que l'interdiction soit levée en France, et 2005 pour qu'elle soit enfin reconnue comme langue à part entière. Et pourtant, encore aujourd'hui, c'est un langage difficilement admis au quotidien. Et c'est pas faute d'essayer, n'est-ce pas Macron ? Pour chercher les petites bêtes, je dirais que malgré tout, cette BD se lit un peu trop vite à mon goût, et j'aurais aimé suivre le personnage davantage. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à partager. D'ici à la prochaine vidéo, bon confinement à tous!